Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on va faire le portrait robot des entrepreneurs, des entrepreneuses aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent. On va en parler avec Sabine Léveillé, directrice Europe de Vistaprint. Ils ont une étude passionnante justement sur ce profil des entrepreneurs. Le grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH pour parler avec Marc Ferracci de sa loi. Il a porté une proposition de loi sur la discrimination. On fera le point avec lui. Le débat a eu lieu en commission des lois et le texte sera débattu à l'Assemblée nationale le 6 décembre prochain. Marc Ferracci, député Renaissance. Et il nous fera le point évidemment sur tous les angles saillants et les débats qui ont été vifs dans l'hémicycle. Fenêtre sur l'emploi, demain plus de pharmaciens avec un point d'interrogation. Oui, il manque de pharmaciens et pas seulement des pharmaciens d'ailleurs. Il manque tous ceux qui sont ceux qui associent aux pharmaciens les préparateurs en pharmacie notamment. On va en parler avec Denis Sarouille, il est directeur section pharmacie à l'université de Poitiers. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des jeunes entrepreneurs, ce portrait robot. Qui sont-ils, ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs à créer leur entreprise? Eh bien, on va tout savoir avec Sabine Léveillé. Bonjour Sabine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir, directrice Europe de Vistaprint. Alors, la baseline, c'est que Vistaprint est une entreprise qui accompagne les jeunes entrepreneurs à travers tous les produits que vous leur proposez, en tout cas que vous leur vendez. C'est bien ça le Exactement. l'objectif. Notre mission, c'est d'être le partenaire marketing et design des entrepreneuses et des entrepreneurs, des TPE-PME. Alors, l'étude est passionnante parce que vous avez décidé de savoir qui ils étaient, quel âge ils avaient, avec qui ils avaient monté leur boîte. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on compare à des périodes différentes dans l'histoire de l'entrepreneuriat, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui ressort d'abord? Ils sont jeunes, clairement. Et ce que j'ai lu et qui est très intéressant, c'est qu'ils créent souvent leur boîte à la sortie de leurs études. Tout à fait. Alors, exactement. Ce qui ressort de l'étude, déjà, c'est beaucoup de positif, d'optimisme et également de réalisme. Alors, comment on le sait? Donc, Vistaprint, on a lancé une étude auprès de 1000 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, qu'on a complétée par une étude sur une population plus âgée de 36 à 55, pour mettre les résultats en perspective. Et donc, ce qui ressort, vous le disiez, c'est qu'ils vont très vite. C'est une jeune génération qui a beaucoup d'énergie, ou une nouvelle génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui est très énergique. On est à plus de 80% qui lancent leurs projets pendant leurs études ou juste après leurs études. Ils inscrivent cette démarche entrepreneuriale dans du collectif. On est à plus de 70% qui vont avoir un associé. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont accompagnés par leur famille. Et ça me rappelle notamment Léna Situation, qu'on avait accompagnée sur une opération qui, elle, explique très bien dans une de ses vidéos qu'elle fait rentrer sa meilleure amie dans son projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est complémentaire, qui la connaît, avec laquelle il n'y aura pas de surprise, mais en même temps, il y a une espèce d'aspect vertueux qui va permettre de développer l'entrepreneuriat. Il y a une chose que je trouve aussi très intéressante, l'idée qui démarre très tôt, qui a cette envie de se jeter, de créer sa boîte. Et pourquoi les jeunes la créent? Et dans votre étude, il y en a 45%, c'est pas rien, qui disent pour être son propre patron. Tout à fait. Alors on utilise le mot patron, qui est un vieux mot finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'ils ont cette soif de liberté. Comment vous l'analysez? Alors, oui, c'est ça. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que justement, quand on met ces résultats en perspective avec la population plus âgée, les moteurs, finalement, sont assez transgénérationnels. Clairement. Être son propre patron, c'est le moteur essentiel, que ce soit sur la population jeune ou la population plus âgée. Et c'est vivre de sa passion qui arrive en deuxième valeur. Item. 38% exercer sa passion et 37% augmenter ses revenus. Tiens, restons un instant sur les revenus. Quand on les regarde, les revenus pour les fameux 18-35, puisque vous avez fait ensuite une deuxième étude, on voit que les revenus ne sont pas si hauts que ça quand même. C'est vrai. Ils ne gagnent pas si bien leur vie que cela, malgré le fait qu'ils désirent augmenter leurs revenus. C'est vrai. Après, il ne faut pas oublier que c'est une population jeune qui est dans un début de cycle entrepreneurial. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand on creuse un petit peu les résultats de l'étude, on s'aperçoit qu'il y a également des nuances entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. J'allais venir. Voilà. Il y a quoi? Il y a 20% d'écart? Il y a 20% d'écart, c'est moins que les 24% de l'INSEE, mais ça reste quand même relativement substantiel. Et c'est en fait assez
presque contradictoire avec le fait que quand on interroge ces jeunes entrepreneurs sur les valeurs qu'ils mettent en avant quand ils montent un projet entrepreneurial, la première valeur, c'est le bien-être, ça c'est transgénérationnel, mais la deuxième valeur, c'est l'égalité homme-femme. Et ça, c'est différent de la population plus âgée qui, elle, va mettre cette valeur en dernier item. Quand même, précisons, parce que vous avez commencé l'entretien sur l'idée que c'était positif, et c'est vrai que c'est positif de voir ces jeunes qui créent leur boîte, femmes ou hommes, quand même 80% sont rentables au bout de 2 ans. Exactement. C'est très intéressant, ça veut dire qu'ils s'arrachent et qu'ils arrivent à dégager du revenu. C'est vrai, tout à fait. Au bout de 80% au bout de 2 ans, et c'est un tour de force, compte tenu du contexte dans lequel on s'inscrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on les interroge sur les freins à l'entrepreneuriat, et pareil, pour mettre en rapport ces 80% par rapport à ce qui ressort de l'étude, c'est que le premier frein qui ressort le premier frein à la création d'entreprise, c'est l'accès au financement. Et ça, c'est transgénérationnel. L'idée, c'est que pour démarrer l'entreprise, il faut l'amorçage. Exactement. Et que là, c'est difficile pour eux d'aller chercher soit une banque, soit un fonds, soit... C'est ça Exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'ils inscrivaient cette démarche dans du collectif et qu'ils étaient soutenus par leur famille. C'est là aussi que tout compte. Je discutais avec Arthur Chazot, qui est un jeune entrepreneur, qui a lancé, qui est un jeune styliste, qui a lancé sa marque récemment. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que ses parents ne l'ont pas aidé directement, mais se sont portés garants quand il a souhaité faire un emprunt. C'est essentiel. Exactement. Avant de nous quitter, les secteurs, c'est intéressant parce que le 1, c'est le marketing chez les 18-35. Ouais. Alors, en revanche, là, il y a une petite différence chez les 36-55. On est sur la santé, j'ai presque envie de dire, en l'élargissant au care un petit peu plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, alors, c'est assez révélateur des tendances de société qu'on a, quand on pense au marketing, aux réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on voit dans le numéro 1. Et ensuite, quand on regarde dans le top 5 des secteurs dans lesquels les jeunes populations vont se lancer, on a la beauté et la finance qui ressortent, là où les populations plus âgées vont mettre des secteurs un peu plus traditionnels, type la restauration ou le service à la personne qui rejoint l'aspect de care, exactement. Le green, parce qu'avant de nous quitter, juste d'un mot, elle est contenue dans l'étude, l'idée que ces jeunes aussi, 18-35, sont très impliqués sur les questions d'écologie. Alors oui, il est contenu dans l'étude, on le voit comme étant une des valeurs qui ressort quand on lance son projet entrepreneurial. C'est pas la top valeur, c'est le bien-être qui ressort, et ça c'est transgénérationnel, puis l'égalité homme-femme, et ensuite l'écologie arrive dans le top 5. Une étude positive à découvrir pour avoir le portrait robot de ces entrepreneurs. Merci Sabine Léveillé, directrice Europe Vistaprint, aux côtés des entrepreneurs, parce qu'en général, on va sur le site et on se dit, bon, j'ai besoin de ça, je vais aller chez Vistaprint. Et n'hésitez pas à appeler notre service client qui est ouvert tous les jours et qui peut vous accompagner. Oui. L'information est passée. Merci beaucoup Arnaud. On tourne une page, le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une loi importante, une loi anti-discrimination. Elle a été débattue en commission des lois et on accueille celui qui porte cette loi, Marc Ferracci. Il va tout nous expliquer. Elle a suscité à la fois de la passion et du débat. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien. Le Cercle RH et un grand entretien pour faire le point sur les discriminations en entreprise et on accueille Marc Ferracci. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député Renaissance et vous êtes à l'origine de cette proposition de loi. Elle a été débattue en commission des lois et si je ne m'abuse, elle sera examinée à l'Assemblée nationale le 6 décembre prochain. Tout à fait, C'est bien séance. En séance, voilà. Dans l'hémicycle, comme on dit. Un tout petit mot avant de démarrer sur cette question des discriminations et des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Un mot sur la petite phrase de Bruno Le Maire qui voudrait aligner les cotisations seniors sur celles des salariés de moins de 55 ans. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une manière de remettre les seniors au travail? Alors, ce n'est pas tout à fait les cotisations, c'est les durées d'indemnisation. Exactement. Durée d'indemnisation. Actuellement, les 55 ans bénéficient d'une durée maximale d'indemnisation de 27 mois contre 18 mois pour les moins de 53 ans et 22,5 mois, parce que vous êtes un expert de l'assurance chômage, pour les allocataires de 53 à 54 ans. Tout à fait. Écoutez, le constat, il est assez simple. Il est que tout le monde, quel que soit son âge, est employable. Et
les études économiques montrent d'ailleurs qu'il n'y a pas de différence de productivité entre les seniors et ceux qui sont moins âgés. Donc la question de savoir si on indemnise plus longtemps les seniors, je trouve qu'elle se pose. Il y a très peu de pays qui ont des durées d'indemnisation différentes suivant l'âge. Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment très peu nombreux. Et il se trouve, et c'est ça le problème qu'a soulevé Bruno Le Maire, que cette durée d'indemnisation plus longue de ce qu'on appelle la filière senior, donc ces règles un peu différentes pour les plus de 50 et plus de 55 ans, eh bien, elle a abouti à certains dévoiements de la part des employeurs, le plus souvent, qui se sont servis de ces règles plus favorables pour les seniors comme d'un mécanisme de pré-retraite aux frais de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes à l'assurance chômage, vous continuez à accumuler des droits pour votre retraite. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, quand la rupture conventionnelle a été introduite, c'était en 2008, l'âge légal de départ à la retraite, c'était 60 ans, et vous aviez droit à 3 ans d'indemnisation chômage dans la filière senior. Figurez-vous qu'on a vu tout de suite un pic de rupture conventionnelle à 57 ans, 3 ans avant. Et quand on a décalé l'âge légal jusqu'à 62 ans, le pic, il s'est déplacé de 57 à 59 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même des comportements un petit peu opportunistes qui utilisent les règles de l'assurance chômage et l'indemnisation pour faire chômage. le joint avant la retraite. Et donc, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir. Ensuite, quelles sont les solutions à apporter ? On verra. Et puis, c'est un sujet de dialogue et de négociation entre les partenaires sociaux. Mais je trouve que le débat a le mérite d'être posé. Marc Ferracci, revenons d'ailleurs à notre sujet, mais il y a une passerelle assez évidente. On évoque là, les durées d'indemnisation chômage pour les seniors. Parlons de cette loi anti-discrimination. Les seniors sont une catégorie discriminée par les entreprises qui n'embauchent pas forcément un senior de plus de 55 ans. Vous avez raison. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que le critère de l'âge est un des critères qui ressort le plus dans les discriminations, et notamment les discriminations à l'embauche. La proposition que je porte n'est pas uniquement centrée sur l'embauche, c'est les discriminations dans l'accès au logement, dans l'accès à un prêt bancaire. Et effectivement, il y a un sujet majeur qui est sur l'embauche. Et effectivement, on a besoin d'identifier de manière plus systématique ces discriminations en faisant, c'est ce que propose la proposition de loi, des testings statistiques. Ça consiste à envoyer des candidatures similaires qui ne se distinguent que par le critère de discrimination que vous voulez regarder. Vous allez envoyer des CV très semblables, dont l'un a 45 ans et l'autre a 55 ans, et vous allez peut-être constater que la réponse de l'employeur elle est toujours beaucoup plus favorable au CV de 45 ans. C'est comme ça qu'on identifie les discriminations, et ce que propose la proposition de loi, c'est d'engager d'abord une forme d'accompagnement des entreprises, puisqu'on leur laisse le temps, quelques mois, aux entreprises qui ont été testées positives. Donc vous leur envoyez le résultat, vous leur dites voilà. On leur notifie le résultat, on leur laisse 6 mois pour signer un accord d'entreprise ou définir de manière unilatérale un plan d'action si un accord n'est pas signable. Et au terme de ce processus, on regarde si l'accord ou le plan est pertinent. Et si rien n'a été fait, on publie les résultats et on peut même administrer une amende qui peut atteindre, ça a été renforcé d'ailleurs... De 0,5 à 1%. Tout à fait, c'est passé de 0,5 à 1% de la masse salariale au maximum. Donc l'idée, c'est à la fois de crédibiliser la menace du name and shame, c'est-à-dire la publication des résultats, et éventuellement aussi la menace de l'amende, mais c'est aussi d'engager les entreprises dans un processus de changement de pratique, et c'est ça qui a probablement manqué au testing d'avant. Et pour terminer avec les seniors, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans le prolongement de la réforme des retraites, a annoncé, en faisant référence à cette proposition de loi d'ailleurs, qu'un testing serait lancé dans les toutes prochaines semaines sur les discriminations à l'embauche pour les seniors. Alors, il y a déjà eu des vagues de testing en France et aux États-Unis, des énormes vagues de testing. Concrètement, celui-ci va être piloté comment ? Parce que tout ça est très complexe, le testing. Qui va piloter ? Qui va mettre les noms ? Qui va organiser tout cela ? Il y a eu un petit débat, alors j'ai dit vif, c'est une manière de teaser l'émission, mais assez vif sur qui le pilotera. Certains ont dit, mais regardez, il y a déjà le défenseur des droits qui pilote cette opération, il le fait. Vous avez été assez cinglant en réponse. Vous avez dit, oui, il le fait, mais il le fait si peu que ça ne marche pas très bien. Alors, il faut distinguer 2 types de testing. Les testings statistiques dont je viens de parler, sur des courriers. Qui sont basés, des courriers ou des candidatures de manière générale pour un logement, pour un emploi, qui sont basés justement sur des candidatures fictives. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas des CV, qui ne correspondent pas à des personnes réelles. Parce que ce sont des candidatures fictives, on ne peut pas utiliser les résultats d'un testing statistique dans le cadre d'une action en justice. Bon. Ce que veut faire la proposition de loi, c'est de développer ces testings statistiques et elles seront lancées en grand nombre. Vous m'avez dit quand est-ce qu'on va faire ce testing. Je vais vous dire quand est-ce qu'on va faire ces testings, parce qu'on va en lancer beaucoup. Et c'est justement l'enjeu de la proposition de loi que de faire beaucoup de testings statistiques sur tout un tas de sujets et sur tout un tas de critères. Ça peut être les origines, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, évidemment. À côté de ça, c'est ça qui a fait l'objet d'un débat en commission des lois, il y a des testings de nature individuelle. C'est ça. Qui eux touchent
et sont réalisés pour le compte d'une personne réelle qui a été discriminée ou qui se sent en situation de discrimination. Donc elle s'est tournée vers le défenseur des droits. La logique est la même, c'est qu'on crée une candidature contrefactuelle, vous avez votre CV que vous avez envoyé, vous avez été rabroué par l'employeur, vous créez un CV un petit peu similaire avec un patronyme différent, vous l'envoyez à l'employeur, et s'il répond positivement à ce deuxième CV qui est très proche du vôtre, eh bien c'est admis par le code pénal comme un élément de preuve dans le cadre d'une action en justice. C'est sur ce sujet des tests individuels qu'il y a eu débat. La défenseur des droits, dans son avis, a plutôt salué la démarche de la proposition de loi sur le volet test statistique. Et elle dit que c'est un sujet pour le gouvernement que de faire des tests statistiques. Sur le test individuel, ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que au fond, il faut mutualiser les forces. Des tests individuels, il y en a très peu qui sont faits. Ça peut être la défenseur des droits, mais j'ai eu l'occasion de lui demander... Pourquoi ? Parce que c'est lourd à monter ? Parce que c'est lourd, parce que ça réclame une expertise, une ingénierie. Vous savez, l'enjeu, il est assez pointu. Il faut faire un CV qui ne soit pas identique au vôtre, parce que sinon l'employeur va tout de suite le voir. Il faut faire un CV qui soit quand même suffisamment similaire pour être admis par le juge comme un élément de preuve. Parce que s'il est trop différent, évidemment, ça ne vaut pas preuve. Et donc tout ça réclame de l'expérience, ça réclame du temps, ça réclame de l'argent. Et ce que la proposition de loi veut faire, ce n'est pas du tout concurrencer la défenseur des droits, c'est mettre à la disposition de tous les acteurs, ce sont les associations, ce sont les avocats qui agissent pour le compte de personnes physiques. Les partenaires sociaux aussi seront dans une sorte de comité. Alors ça, les partenaires sociaux, ils vont participer à une instance de dialogue. C'est ça. Qui va faire deux choses très simples, plutôt sur le volet testing statistique, oui. Qui va d'une part discuter de la méthode, parce qu'on a fait des testings dans les dernières années, oui. Qui ont été faits par des chercheurs indépendants, et ce sera toujours le cas, mais parfois ces chercheurs eh bien, ont des biais pas forcément des biais, j'utiliserai pas ce terme qui a une signification très précise d'un point de vue scientifique, mais ils ont par exemple administré les candidatures par des canaux de recrutement qui n'étaient pas ceux utilisés par les entreprises. Ils ont envoyé des candidatures sur LinkedIn alors que l'entreprise ne recrute pas sur LinkedIn. Donc il passait à côté. Et donc, les entreprises, même si ça n'était pas forcément un facteur de biais des résultats, les entreprises ont critiqué la méthode et donc elles ont remis en question les résultats du testing. Donc comme elles ont remis en question les résultats du testing, eh bien elles n'ont pas modifié leur comportement. On veut modifier les comportements, donc on veut dialoguer en amont les employeurs, les représentants des employeurs et les chercheurs, et d'autres parties prenantes, et notamment un représentant du défenseur des droits, sur est-ce qu'on est bien d'accord sur la méthodologie du testing. Pour qu'elle soit validée et exactement, pour que les résultats soient acceptés par tout le monde. Et ensuite, en aval, c'est-à-dire une fois que les tests ont été réalisés, ce comité des parties prenantes dans lequel effectivement siégeront les partenaires sociaux, eh bien, il va simplement porter une appréciation sur la pertinence des plans d'action qui seront mis. Parce que là aussi, dans les dernières années, on a fait des testings, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Exact. Derrière, il n'y a pas de suivi et on ne sait pas vraiment dire si les comportements ont changé. Donc, on se dote d'un dispositif plus collégial, parce qu'il faut aussi du dialogue autour de ces enjeux pour acculturer tous les acteurs à la pratique du testing. Et ensuite, on crédibilise effectivement les sanctions, et notamment la publication des résultats, mais tout en accompagnant les entreprises. Il nous reste quelques minutes. Il y a évidemment, là, vous parlez aux DRH, parce que les DRH sont directement impactés par ce sujet. On a eu beaucoup ici d'invités et d'entreprises qui font de la tech, qui font de l'IA, et qui nous disent que tout ça est réglé par l'IA, les CV sont classés, triés. Donc en fait, il va y avoir une rencontre entre deux IA, entre les CV testés que vous évoquez, et une IA. Enfin, ça va être quoi ? C'est une guerre de data qu'on lance. C'est très intéressant ce que vous mentionnez, parce que ce sujet des algorithmes, et notamment ceux qui font appel à l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est au centre de cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des services de ressources humaines qui... parce qu'ils sont confrontés à des dizaines et milliers de candidatures, sont obligés de trier les CV avec des algorithmes. Et ce que l'on constate, et ça nous a été confirmé dans le cadre des auditions que nous avons menées en amont de cette proposition de loi, c'est qu'un certain nombre d'algorithmes sont biaisés et vont amener, sans que ça soit voulu, évidemment, mais parce que les lignes de code amènent à ce genre de résultats, à recruter, ou plutôt à octroyer des entretiens d'embauche, plutôt aux CV qui sont à Neuilly qu'aux CV qui sont à Grigny, pour aller vite et pour résumer les choses de manière un peu simple. Parce qu'il y a des discriminations à l'adresse, ça existe beaucoup. Évidemment. L'intérêt du testing, cette méthode consistant à envoyer des candidatures similaires, c'est justement de repérer ce genre de biais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, avec le dispositif que j'évoquais, on dit aux entreprises, écoutez, avant de publier les résultats, on vous invite à rentrer dans votre propre processus de recrutement. C'est ça, ouvrez le capot. Et ouvrez le capot. Ben oui. Faites auditer de manière externe ou interne votre algorithme, rentrez faites-vous le cas échéant tester
à votre sollicitation de manière plus fréquente, formez vos managers en charge du recrutement, allez voir où se trouve le problème. Et donc, il n'y a absolument pas de contradiction entre le développement des IA. Il y a au contraire, je pense, une plus forte justification à faire des testings parce qu'il y a de vrais risques. Et ça nous a été beaucoup signalé, de voir se développer des discriminations qui sont malheureusement liées à l'utilisation des algorithmes. On est d'accord. Ça veut dire que le DRH qui nous regarde, qui disent, mais attendez, nous, on a externalisé la gestion de nos CV avec des algos en qui on fait totalement confiance. Vous vous dites, garant de la loi, vous dites, ouvrez le capot et retravaillez un peu les... Sachant que vous avez aussi des algorithmes qui se développent, qui ont pour but, non pas de recruter ou de faire venir en entretien le meilleur profil au regard des besoins de l'entreprise, mais justement d'éviter ces biais de discrimination. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas forcément l'ennemi de l'inclusion, n'est pas forcément génératrice de discrimination, il faut juste l'utiliser à bon escient, et pour ça les testings peuvent faire prendre conscience des problèmes qu'elle fait survenir. Donc le travail, c'est de voter la loi le 6 décembre, c'est dans quelques jours. On a compris, on fixe les règles du jeu tous ensemble et on les valide. On enclenche le testing. L'entreprise a été détectée. Pas forcément parce que quelqu'un est venu se plaindre aux défenseurs des droits, mais parce que votre test diagnostic technique a montré que vous allez envoyer une lettre recommandée à l'entreprise. Quoi, elle vient, elle se présente, vous la convoquez. Comment ça marche ? Le processus est très clairement décrit dans la loi. Elle est notifiée du test positif par les services. En l'occurrence, si c'est un sujet d'embauche, c'est un sujet de travail. Donc c'est les services déconcentrés du ministère du Travail, les DRETS, pour être très clair, qui lui dit vous avez été testé positif, vous avez désormais 6 mois, soit pour signer un accord d'entreprise autour des discriminations pour justement mettre en place des bonnes pratiques, soit, si vous n'avez pas les moyens de signer un accord, mettre en place un plan d'action unilatéral. Et à ce moment-là, ce plan d'action, il est soumis à ce fameux comité des parties prenantes qui va dire, écoutez, vous avez coché toutes les cases qui correspondent à des bonnes pratiques, à de la doctrine et à des choses qui sont évaluées comme efficaces. Pas de condamnation. Donc on ne publie pas les résultats. Pas de name and shame. Pas de name and shame. Mais attention, l'entreprise... Elle récidive. Alors, j'allais y venir justement, parce que c'est un débat pour la semaine prochaine. Vous l'avez eu, ça déjà en commission. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a décidé en commission ? On a validé le principe de la loi qui dit l'entreprise qui fait un plan d'action insuffisant, on publie ses résultats. L'entreprise qui ne fait même pas de plan d'action parce qu'elle est désinvolte, et il y en a. Et là, il paye. C'est publication des résultats plus amende. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui est aujourd'hui dans la loi. Maintenant, la question que vous soulevez, elle est très importante, c'est qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui a mis un plan d'action sur la table, et le plan d'action a été validé, mais elle ne fait rien. Et effectivement, ce débat a eu lieu en commission, et nous allons très probablement voir des amendements déposés pour la séance qui traitent le cas des entreprises qui sont testées positives une deuxième fois dans un laps de temps qui n'est pas encore déterminé. On est en train de discuter. Et là, effectivement, moi je suis partisan que la menace soit extrêmement dissuasive parce qu'une entreprise qui est dans cette situation-là, ça veut dire qu'elle a fait un plan d'action, ça veut dire qu'elle s'est engagée au fond à changer ses pratiques et qu'elle n'a rien fait. Et donc là, elle n'y croit pas. Et donc là, je pense qu'il y a matière à être un petit peu plus sévère. Merci Marc Ferracci de nous avoir éclairé sur ce texte qui parle au DRH puis qui parle aussi au DSI et à tous les prestataires qui sont dans les lignes de codage et des algorithmes parce que c'est un vrai débat très technologique en fait cette loi. Merci Marc Ferracci, député Renaissance, et vous êtes à l'origine et porteur de cette loi anti-discrimination parmi d'autres lois. Vous avez été, je le rappelle, le rapporteur de la réforme de l'assurance chômage. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, de salariés. C'est un sujet qui est dans l'actualité. Va-t-on manquer de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie ? Peut-être. On en parle avec Denis Sarouille. Bonjour Denis. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Directeur section pharmacie Université de Poitiers. Alors vous portez ce sujet, c'est un sujet de préoccupation. Vous avez fait, précisons-le, des études de pharmacien à Poitiers, c'est bien ça ? Oui. La boucle est bouclée. Il manque combien, là, aujourd'hui, de pharmaciens ? Mettons de côté, pour l'instant, les préparateurs en pharmacie, mais combien manque-t-il de pharmaciens ? Et pourquoi cette profession semble si peu attractive ? Alors, il manque actuellement en France de l'ordre de 10 000 pharmaciens et tout secteur pharmaceutique compris. Parce que industrie ou officine ? Bien sûr, quand on pense aux pharmaciens, on pense à l'officine en premier abord. Et là, il manque
7000 pharmaciens adjoints, puisque le propriétaire de l'officine, c'est le titulaire. Mais il manque également des pharmaciens dans l'industrie. Il en faudrait de l'ordre de 20% en plus pour développer l'activité industrielle pharmaceutique en France. Il en manque à l'hôpital, de l'ordre de 15% des postes de praticiens hospitaliers pharmacie ne sont pas pourvus à l'hôpital. Il en manque dans la distribution, il en manque même chez les pharmaciens des pompiers. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui vous veniez sur un plateau de télévision alors qu'on pense que c'est une profession par ailleurs réglementée, que les pharmaciens tout va bien, que les revenus sont plutôt convenables ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a 3 problèmes. Tout d'abord, c'est la visibilité, ou si vous préférez, la connaissance des métiers de la pharmacie par les lycéens et par leurs familles. Deuxième problème, c'est la réforme de l'accès aux études de santé qui a été mise en place pour remplacer la PACES. Et pour la pharmacie, cette réforme ne fonctionne pas, puisque non seulement nous manquons de pharmaciens en France, mais maintenant nous manquons d'étudiants dans le cursus pharmacie. D'ailleurs, vous qui êtes un expert et un spécialiste, on ne fait pas une année de médecine tronc commun pour être pharmacien, parce que moi j'aurais commis l'erreur. Absolument pas. Et il faut vraiment casser cette image dans la population que la santé se résume à la médecine. Non, ce n'est pas un synonyme. Et effectivement, la première année est une première année commune des études de santé pouvant déboucher sur toutes les filières de santé. On a évoqué les pharmaciens. Donc on n'évoque pas les propriétaires, mais on parle de pharmaciens qui vont venir être les adjoints du pharmacien propriétaire. Et puis il y a ceux qu'on rencontre aussi dans les pharmacies, les préparateurs en pharmacie, qui vont aller chercher les produits. Là, il en manque énormément. Et là aussi, vous essayez d'accélérer sur l'attractivité. Comment vous faites ? Alors, il manque effectivement de l'ordre de 8000 préparateurs en pharmacie en France actuellement, ce qui est assez dramatique là aussi, puisque toutes les officines ont des problèmes de ressources humaines. Dans une enquête qui a été faite récemment, de l'ordre de 85% des titulaires d'officines disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc, il faut que ça passe aussi par une communication auprès des lycéens, encore une fois, sur... Donc, c'est à vous de faire le boulot, d'aller chez... Comme a fait l'industrie, il faut faire la semaine de la pharmacie. Alors nous le faisons. Samedi, nous étions sur les 2 premiers grands salons d'orientation de la subdivision Poitou-Charentes, Poitiers, Niort. Ça c'est nouveau, hein. Vous commencez à vous mobiliser en fait. C'est pas nouveau. Nous le faisons depuis un certain nombre d'années. Nous allons sur les salons d'orientation, nous accueillons des lycéens à l'université pour leur faire découvrir déjà la formation, mais également les métiers. Une petite nouveauté, parce qu'il faut être aussi créatif, nous avons créé à Poitiers un jeu de communication qui a été utilisé pour la première fois sur les salons de samedi. Donc sur les salons, nous faisons jouer les lycéens pour qu'ils découvrent les métiers de la pharmacie. Et ça, c'est une création poitevine. Un dernier mot quand même, là vous vous tournez vers les pouvoirs publics ou pas ? Parce que vous tirez la sonnette d'alarme, j'entends, on fait des salons, on va faire de la pédagogie, on va parler. Qu'est-ce que peut faire l'État là ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais mardi dernier, il y a eu un grand rassemblement de tous les acteurs de la pharmacie qui ont défilé à Paris. Oui. J'étais à Nantes parce que sur un plan universitaire, nous avons 2 gros problèmes. C'est cette année d'accès aux différentes filières de santé qui ne fonctionnent pas pour la pharmacie. Et nous avons un autre problème. Depuis 6 à 7 ans, nous demandons la mise en place d'un nouveau 3e cycle avec un diplôme d'études spécialisé, c'est-à-dire que les pharmaciens d'officine et que les pharmaciens qui travaillent dans l'industrie aussi soient beaucoup plus spécialisés. Et ce nouveau diplôme serait un grand facteur d'attractivité. Merci, la parole est... Le message est passé en tout cas, Denis Sarouille. 15 000 pharmaciens nous manquent en France avec les départs en retraite. Ça peut préparateurs. Et préparateurs en pharmacie, ça peut être évidemment un désastre et donc éloigner un peu plus les citoyens de leurs officines. Merci de nous avoir rendu visite, Denis Sarouille. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a accompagné. Romain à la réalisation, Saïd au son et l'équipe de programmation évidemment. Nicolas Juchat et Alexis qui m'ont accompagné. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je serai là évidemment très bientôt. Bye bye.